Enfin, moi, j'ai pas tous les bouquins de psychiatrie qui existent, j'en ai que quelques-uns. Quand j'ai préparé l'ENC, j'ai bossé sur celui d'Ellipse, celui de Laurent Carilla. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, si vous hésitez, il faut mieux pas le prendre parce qu'il est plus trop adapté, il est un peu vieux, il est trop synthétique. Donc je pense que bon, c'est pas celui-là qu'il vaut mieux prendre. En fait, il y en a beaucoup qui aiment bien travailler sur le Vernazobre, le dernier de Vernazobre, pas celui d'Ivan Gansman, mais l'autre. Et donc il y en a pas mal qui aiment bien et qui disent qu'il est bien. Moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Il y a le Maçon aussi, qui est récent et du coup qui est conforme au plus récent consensus. Donc celui-là, il peut être pas mal. Moi, je connais celui-là, parce qu'en fait, on me l'a filé. C'est celui de Florian Ferreri chez Medline. Bon, il est pas mal, mais il est assez dur d'accès pour s'y retrouver. Enfin, il est très riche. Il vous parle bien de la psychiatrie. Enfin, il n'y a pas d'erreur dedans. Il est forcément pas à jour sur toutes les nouvelles conférences de consensus qui sont sorties depuis 2007. Donc voilà, celui-là, je peux vous dire ça. Du coup, Florian Ferreri, il a aussi fait celui-là. Et je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, c'est la collection dans laquelle je vous avais présenté mon bouquin de cas clinique qui est sorti dans cette collection-là. Donc du coup, je ne suis pas tout à fait neutre, alors je vous le dis. Mais je n'ai pas non plus d'action et je ne connais pas du tout les autres bouquins. Donc les autres bouquins, je ne vous en dirai pas de bien. Seulement, il m'a envoyé celui-là et celui-là, il est très bien. Enfin, par rapport à l'intermémo. En fait, et vous, en D4, je pense que c'est l'intermémo et ça qui vous intéresse, quoi. Enfin, normalement, votre bouquin, vous l'avez et vous avez déjà bossé dessus, c'est pas la peine d'en racheter un autre. Par contre, en D4, pour faire des tours rapides, ça, c'est pas mal. Donc, voilà, si vous voulez. Alors, il y a aussi le livre de l'externe, mais celui-là, il n'est pas sorti en psychiatrie. Donc, je ne peux pas vous en dire un mot. Voilà. Bon, les bouquins de cas clinique, il y a celui que je vous avais montré la dernière fois, celui-là qu'on a fait. Donc, du coup, là, après la conf, si vous voulez, vous pouvez rebosser des cas dessus. C'est des cas différents, donc c'est pas les mêmes. Mais il y a des petites ressemblances et ils sont un peu plus durs que ce qu'on a fait en conf. Enfin, ils sont plus transdisciplinaires. Donc, il faudra les faire peut-être un petit peu plus tard si vous voulez les faire. J'ai aussi reçu le bouquin de Laurent Carilla, qui a fait un bouquin de cas clinique assez récent chez Intermémo. Et c'est un bouquin de cas clinique dernier tour. Bon, je pense que c'est pas un truc à faire en dernier tour, c'est plutôt un truc à faire en premier tour. Donc, perdez pas de temps à la fin à le refaire, quoi, à faire des bouquins comme ça. À la fin, clairement, il ne faut même pas bosser sur des bouquins de spécialité, il faut bosser que sur des bouquins de cas transversaux. Et pour les bouquins de cas transversaux, moi je sais quand j'avais passé l'ENC, j'avais bossé sur ceux de Masson. Enfin, vous les avez sûrement vus. Ceux-là, ils sont très bien. Donc, le tome 1 en tout cas, parce que le tome 2, moi j'ai passé l'ENC entre le 1 et le 2, donc j'ai pas regardé le tome 2. Mais le tome 1, il était quand même très bien fait. Il y a l'autre qu'on a fait chez Malouane. Et il y en a d'autres dans la collection des 50 dossiers. Il va y en avoir dans cette collection-là. Que j'ai pas vu pour ceux-là. Mais en tout cas, faites... ceux de Masson, ils sont très bien, au moins le premier, et puis voilà. Enfin, je voulais vous dire ça. Maintenant, on va commencer, du coup, à corriger le dossier 3. Le dossier 3 que vous avez fait noter. Alors, on commence. Donc, pour les critères diagnostiques... Alors, il faut que tu parles bien devant le micro. Pour les critères diagnostiques de schizophrénie chez ce patient, donc j'ai mis l'âge du début des troubles, c'est un sujet jeune, une symptomatologie qui est chronique puisqu'elle évolue depuis plus de 6 mois, un syndrome dissociatif avec une dissociation intellectuelle, donc il y avait des troubles du cours de la pensée, vu qu'il y avait un barrage à l'entretien, une altération du système de logique, une altération du champ sémantique, une dissociation affective avec sourire immotivé et émoussement affectif, puisqu'on nous dit que son discours est détaché, pauvre en émotion. Une dissociation comportementale associée à un délire paranoïde, donc qui est chronique, qui est apparu suite à une bouffée délirante aiguë, il y a 5 ans. De mécanismes polymorphes, donc intuitifs, imaginatifs, interprétatifs, avec des hallucinations aussi acoustico-verbales, puisqu'il entend les gens qui l'insultent. Un automatisme mental, puisqu'il dit « il me contrôle, il pense à ma place ». Des thèmes aussi multiples, donc mystiques, paranoïaques, fantastiques. Une systématisation qui est pas très bonne. Une adhésion totale au délire avec anosognosie et donc aucune critique du délire et une participation affective qui était pauvre.
Et en troisième point, c'est un repli autistique d'évolution progressive, puisqu'on nous dit que persiste une clinophilie, un apragmatisme et un peu un isolement social, puisqu'il a arrêté ses études et Ok. je sais pas. Bon, bah, c'est super bien, tu dis tout. Donc là, tu auras tous les points. Maintenant, pour être sûr d'avoir tous les points et être sûr que ça se passe bien, il faut que tu mettes bien en valeur, quoi. Donc que tu divises et que tu sortes, par exemple, si tu me réponds à cette question en disant que 4 mots importants. Ce qu'il faut qu'ils ressortent sur votre J'aurais copie. dit donc syndrome dissociatif. Ouais, ça c'en est un. Mais est-ce qu'on décline les 3 dissociations? Ouais, on peut. Une dissociation Ça peut intellectuelle, affective et comportementale, associée à un délire paranoïde. Ouais, c'est le deuxième. Repli autistique. Troisième. Le fait que ce soit chronique. Ouais, c'est le quatrième. Bah voilà, tu sais tout. Donc il faut mettre tout ça en valeur et après le reste, il faut l'argumenter. Je ne sais pas si tu as parlé de schizophasie, mais on pouvait parler de schizophasie dans le sens où il y avait un néolangage un peu incompréhensible. Enfin, en gros, quand il parle, on ne comprend pas. Enfin, pas trop. Voilà. Quand tu as dit le délire est grosso modo enfin pas trop systématisé, qu'est-ce qui te fait dire ça? En gros, qu'est-ce qui... Voilà, c'est ça. On distingue un délire systématisé d'un délire pas systématisé, parce que le délire systématisé, quand le patient nous le raconte, on aura tendance à y croire, quoi. Enfin, se dire c'est plausible, enfin, c'est le meilleur signe, quoi. Ensuite, vous avez à retenir donc les 3 axes de la dissociation. Ça, il vaut mieux savoir le ressortir. Et en gros, pour après l'internat, le seul truc que vous devrez retenir, c'est que ces patients, ils sont bizarres, quoi. Ils ont un contact bizarre. C'est ça le plus simple. Mais pour l'internat, il faut tout retenir. Donc là, c'était très bien. Ça, c'est une question typique. On va faire un long exposé. Dans votre tête, vous vous dites « super, j'ai le diagnostic ». Vous arrivez à la fin, on vous donne le diagnostic, donc vous êtes un peu dégoûté. Ça arrive souvent. Donc il faut savoir qu'il y a ce genre de questions sur le diagnostic. Il peut y avoir des dossiers en fait, où on vous demande un diagnostic et de l'argumenter. Et il peut y avoir des dossiers en fait, où il y a plein de diagnostics, polypathologies, où on vous demande de trancher entre les différents. C'est le troisième type de dossier qui sont les plus durs, quoi. Ok, question suivante. Donc, que pensez-vous de la prise en charge durant les 5 premières années? Donc, alors, c'était adapté. Le médicament, c'était un antipsychotique de 2e génération atypique. Sinon, l'hypnose ericksonienne était contre-indiquée. Ouais. Et la psychothérapie de soutien et cognitive et comportementale était indiquée, mais on n'en avait pas mention. Puis voilà, j'ai mis que ça. D'accord, bah c'est pas mal. L'essentiel y est presque. En fait, donc il fallait, moi je pense que dans une question comme ça, il faut dire ce qui est positif, ce qui est négatif, un petit peu ce que tu as fait, mais peut-être en le refaisant ressortir un peu plus. Genre en mettant première partie ce qui était complètement adapté, deuxième partie ce qui était inadapté. Dans ce qui était adapté, il fallait distinguer la prise en charge de la bouffée délirante aiguë, donc qui a été bien prise en charge par une monothérapie. Ça c'est important, tu ne l'as pas dit, mais on recommande toujours la monothérapie par un antipsychotique par rapport à ce qui pouvait se voir avant. Et la durée d'1 an elle est généralement bonne. Et la conférence de consensus récente sur la schizophrénie parle au premier épisode. Donc c'est quand on prend la définition américaine de la schizophrénie, où on peut faire une schizophrénie sur un seul épisode, ce que nous en France on appelle une bouffée délirante aiguë. Mais en tout cas au premier épisode il recommande pendant 2 ans. Donc soyez prudents, mettez durée adaptée entre 1 à 2 ans, quoi. Enfin, selon les auteurs, selon les choses. Alors, suivant, en fait, il fallait dire que la prise en charge de la schizophrénie elle était plutôt adaptée, avec un antipsychotique atypique qui avait déjà fonctionné chez le patient. Enfin, ça c'est quelque chose d'important, c'était de se dire que le patient était en rémission au moment de la bouffée délirante, et on a repris la même molécule. Donc on a repris une molécule qui marchait. Bon, il persistait des symptômes négatifs, quelques symptômes négatifs, et certains ont dit qu'il pouvait être intéressant de mettre du Soliant. Ça se discute, quoi, mais c'est vrai que quand on connaît bien l'évolution de la maladie, de la schizophrénie, ce qui arrive sous traitement, c'est qu'on arrive à une forme de maladie résiduelle, en fait, dans un tiers des cas. En fait, vous connaissez l'évolution de la schizophrénie? Tu connais? Non. Comment ça évolue? C'est enquistement du délire et c'est un peu déficitoire. Ouais. En gros, pour faire simple, c'est un tiers, un tiers, un tiers.
grosso modo. Il y a un tiers des cas où l'évolution est à peu près bonne. Il ne faut pas parler non plus de guérison, parce que c'est des gens qui vont prendre un traitement à vie. Donc la guérison, c'est quand on ne prend plus de traitement qu'on est guéri. Donc c'est plutôt une rémission sous traitement. Une rémission qui va permettre une vie sociale à peu près adaptée, quoi. Des gens qui vont sûrement avoir encore quelques petits symptômes sous traitement, mais qui vont réussir à faire leur boulot et ça va aller, quoi. Enfin, moi, je connais des gens en fac de médecine qui ont réussi à passer l'ENC, quoi, avec un traitement. Bon. Donc, ça peut marcher. Il y a un tiers des patients qui vont avoir une évolution défavorable et qui vont pouvoir être institutionnalisés. Enfin, qui finiront dans un foyer pour patients parce qu'ils seront complètement déficitaires, quoi. Et il y a un tiers qui sera entre les deux. Voilà, c'est un peu l'évolution. Bah là, grosso modo, on était dans le tiers entre les deux. Il avait une évolution pas trop mal, mais pas trop mauvaise non plus. De là à changer le traitement, c'est toujours difficile, et ça, c'est pas une question qu'on vous posera à l'internat, quoi. C'est une question vraiment de spécialiste, quelles molécules on choisit, etc. Et on a toujours, enfin, on n'a pas beaucoup d'arguments pour choisir. En tout cas, ceux qui ont parlé du Soliant, enfin de l'amilsulpiride, c'était une bonne idée. Donc ça vous enlèvera pas de points, c'est une bonne idée. Ça vous enlèvera pas de points non plus de dire que c'était adapté et qu'on avait repris un traitement qui marchait. L'hypnose, tu l'as dit, donc c'est contre-indiqué. Bah, c'est sûr, c'est des patients qui peuvent avoir potentiellement, je sais pas, un syndrome d'influence, penser qu'il y a une influence extérieure qui les dirige, et on va leur faire des trucs un peu bizarres, un peu mystiques. Bah, ils vont forcément y adhérer, mais au bout d'un moment, ils vont croire qu'ils vont être manipulés, etc. Et ça peut réactiver le délire, justement, sur le fait qu'ils ont été manipulés pendant les séances d'hypnose. Donc voilà, on peut supposer que la psychothérapie de soutien a été faite et il n'a pas été fait référence aux mesures de TCC. Donc c'est surtout, en TCC, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est la réhabilitation. Donc on va entraîner les gens à conserver leur habilité sociale. Et la deuxième chose, c'est thérapie cognitive pour essayer de critiquer les idées délirantes. Enfin, ça, c'est les deux choses. Donc ça, on ne lui a pas proposé. Et puis on n'a pas proposé tout ce qui était mesures, ALD30, etc., quoi. Tout ce qui était social. En tout cas, il n'en était pas fait mention. Excusez-moi. Ouais. L'hypnose qui est contre-indiquée, c'est pour tous les délires chroniques ou c'est une... Ouais, en général, c'est quand même pour les délires chroniques. Est-ce que tu voudrais faire de l'hypnose à quel type de patient? Non, paranoïaques, ils sont rarement accessibles aux psychothérapies. Donc on peut essayer des TCC un petit peu avec les paranoïaques, mais en général, pour les délires chroniques, il faut être assez prudent et il faut que ce soit un thérapeute bien expérimenté, quoi. C'est pas un guignol qui fait la thérapie. Il y avait une autre question, non? Ouais. Le fait que ça récidive après sevrage au bout d'un an, Ouais. c'est fréquent. Ça ne veut pas dire que le sevrage a été mal fait. Bah, si, on peut dire que... Mais en fait, là, le sevrage, il n'était pas expliqué non plus. Enfin, on imagine que le sevrage, il a été pas trop mal fait. Ouais. Je pensais qu'en fait c'est un traitement à vie. Un schizophrène peut se passer de traitement si... Bah, de toute manière, il n'y a jamais de vérité comme ça, quoi, un traitement à vie, etc. Généralement, c'est à vie. La dernière conférence de consensus, celle de 2007, elle dit qu'au-delà de... Donc, un épisode, c'est 2 ans. Au-delà de 2 épisodes, c'est 5 ans, voire plus longtemps. Et celui qui va enlever le traitement à 5 ans, il faut qu'il surveille le patient, mais de très près, quoi. Parce que c'est vrai que quand il y a 2 épisodes, on ne sait pas forcément si c'est une schizophrénie ou si c'est des bouffées délirantes qui récidivent. Enfin, ça, c'est si on le voit sous l'œil français. Si on le voit sous l'œil américain, ce sera une schizophrénie de bon pronostic, en fait, qui fait des épisodes, etc. Voilà un petit peu le truc. Mais, il faut retenir que le traitement, il est quand même généralement à vie. Vaut mieux dire, 5 ans et très, très, très prudent quand on diminue. C'est parce qu'il pensait que c'était une BVA, donc c'est pour ça qu'ils ont sauvé. Ah ouais, là, au premier épisode, on ne peut pas savoir, en fait, si c'est une schizophrénie ou pas. Ok. Question suivante. En général, jusque-là, vous êtes super au point. Vous avez quasiment tous les points. Même si j'ai pas noté vache, quoi, j'ai pas été dans les détails, mais c'est bien. Donc avant de lui donner son traitement, on va rechercher des contre-indications. Ouais. Puis on va faire un bilan métabolique, on va rechercher des antécédents personnels et familiaux d'obésité, de dyslipidémie, on va chercher des facteurs de risque cardiovasculaire, une pathologie cardiovasculaire. Ouais. Et ça, c'est des contre-indications? Non, pas absolu. D'accord. Alors, on le cherche pourquoi? Pour voir comment on va surveiller le traitement. Ouais. Pour prendre des précautions, quoi, simplement.
Ensuite, on va faire un examen physique, on va mesurer le périmètre abdominal, Ouais. on va faire l'IMC, on va faire une tension artérielle et une glycémie capillaire. Et on va faire un bilan biologique, NFS plaquettes, iono-urécréate, BHC, une glycémie à jeun et surtout un ECG D'accord. avec un recherche de l'allongement du QT. Bon, bah, très bien. Nickel. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ma question n'était pas très bien posée. En tout cas, elle n'était pas posée au bon endroit. C'est vrai que là, on se place plutôt dans le contexte de l'urgence. Et dans le contexte de l'urgence, on ne va pas forcément mesurer l'IMC, etc. Ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est que c'était une priorité actuellement. Enfin, pour les autorités sanitaires, ils insistent beaucoup sur la prise en charge des effets secondaires des antipsychotiques. Parce que vous savez que les neuroleptiques, c'est des effets secondaires surtout neurologiques. Et les antipsychotiques, et notamment l'olanzapine, ça va être des effets secondaires métaboliques, avec syndrome métabolique. Donc je voulais insister là-dessus, parce que c'est dans l'esprit de l'examen transdisciplinaire, quoi. Mais c'est vrai qu'en urgence, en fait, ça, c'est pas des choses urgentes. On peut sédater le patient et faire l'examen clinique après. Enfin, mesurer son périmètre abdominal, etc. C'est pas l'urgence. Ok, question d'après ? Donc on va faire une HDT. Ouais. Après, pour le traitement médicamenteux, on va faire un traitement antiproductif par un antipsychotique atypique de type olanzapine. Ouais. On peut aussi faire un traitement à visée sédative si agitation, des benzodiazépines, diazépam, surtout surveillance, et puis psychothérapie de soutien. Voilà. Enfin, psychothérapie de soutien, quand ça ira un petit peu mieux. Enfin bon, on discute quand même avec le patient, mais on va pas commencer non plus la psychothérapie dans le cadre de l'urgence. Par contre, avec sa famille, on peut les rassurer, leur expliquer ce qui se passe et les soutenir. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc c'est pour ça, moi, j'ai mis attitude psychothérapeutique, quoi, plutôt que de mettre psychothérapie, parce que là, on n'est pas non plus dans ce contexte-là. Donc il faut penser à rédiger le deuxième certificat d'HDT, parce que souvenez-vous que les dossiers à l'ENC, ils vont être assez pratiques. Donc on ne va pas forcément vous demander je fais une HDT, on va vous demander votre conduite à tenir pratique, le médecin généraliste l'adresse avec un certificat, vous faites le deuxième. Voilà, et puis vaut mieux aussi glisser quelque part dans votre copie que vous évaluez le risque suicidaire. Donc vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre ailleurs. Moi je l'avais mis là. Après c'est tout. Ok, question suivante. Donc le schéma expérimental, c'est une étude randomisée en double aveugle, prospective, multicentrique, d'essais comparatifs de supériorité en tout cas, ou d'équivalence, ça dépend si... Et j'ai mis quoi d'autre ? Et c'est tout. C'est bien. En fait, il faut préciser en plus qu'il y a 5 bras parallèles. En fait, 5 bras où on randomise les patients. Moi, je vous ai mis multicentrique dans la correction. Je me suis aperçu que je ne vous l'avais pas mis dans le résumé. Donc, de toute manière, c'est pas coté, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, normalement, elle est multicentrique. Il y a quelqu'un qui me l'a mis parce que c'est toi. Donc, je suppose que c'est en se disant qu'il y avait beaucoup de patients. Donc, ça pouvait être que multicentrique. Enfin, je sais pas. D'accord. En lisant le truc, c'est Ouais. Mais c'est vrai, le fait qu'il y ait beaucoup de patients, là je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a 1500 ou... Vous êtes deux ? 1500, donc à 1500 patients, en fait, on se doute que c'est multicentrique. Parce que sinon, on a vraiment un gros centre. En tout, il y avait 57 centres dans l'étude. Donc voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'on va faire une LCA ensemble. Et je pense que j'ai préparé cette étude-là, du coup, parce qu'elle est assez intéressante à critiquer. Enfin, on va faire une LCA dans la prochaine conf de psychiatrie. Ouais, t'as une question ? Les 5 bras parallèles, c'est qu'il y a un bras où il y a un premier traitement, donc c'est ziprasidone, le deuxième c'est olanzapine, le troisième c'est risperidone, le quatrième c'est palmipéridone et le cinquième c'est l'autre neuroleptique, la perfénazine. Ça c'est le conventionnel. Voilà. Sinon, un petit mot par rapport aux neuroleptiques ou antipsychotiques, il vaut mieux les appeler antipsychotiques. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. C'est un peu mieux que neuroleptique, voilà, c'est pour la forme. Il faut toujours préciser quand vous dites un antipsychotique si vous avez une volonté antiproductive ou incisive ou si vous avez une volonté sédative, quoi, et dire les molécules. Voilà. Question suivante, du coup. Donc,
Donc la question c'est est-ce qu'on peut appliquer les D'accord. résultats aux patients? J'ai dit oui parce qu'il correspond à la population de l'étude. Il présente tous les critères d'inclusion et aucun des critères de non-inclusion. D'accord, bah, c'est très bien, tu as tous les points. Il n'y a pas de problème. C'est ça en fait, quand on lit une étude, il faut vérifier un truc, la population. Donc il faut vérifier les critères d'inclusion, de non-inclusion. Un deuxième truc, la comparabilité initiale. Un troisième truc, le critère de jugement principal. Et puis un quatrième truc, le résultat sur le critère de jugement principal. Et tout le reste, c'est de la littérature quoi, dans une étude. Donc il y a ces 4 trucs à connaître. Ça c'est pour la lecture critique. On va en refaire de toute manière. Et on refera Cathy. C'est intéressant de voir aussi pour vous comment on pourrait la placer dans un dossier et comment on pourra la placer dans une LCA. On ne posera pas du tout le même genre de questions. Et là, on posera des questions adaptées aux patients. C'est-à-dire, est-ce que les résultats ils sont applicables? Bon, l'autre question, le schéma, c'est un petit peu pour le fun, quoi. Mais on vous demandera si c'est applicable, si on vous parle d'une étude dans un dossier comme ça. Et on vous sortira quelque chose qui a rapport avec le patient. Ce dossier-là, je l'ai écrit parce que j'avais un ami, Mohamed, qui faisait une conférence. Il allait à Bordeaux pour faire une conférence. Et il m'a appelé parce qu'il y avait des problèmes sur un dossier de psychiatrie. Et c'était un dossier où le patient était schizophrène. Et on s'apercevait qu'il avait une maladie cœliaque. Et on faisait une recherche bibliographique sur la maladie cœliaque. Grosso modo, c'est un dossier que vous n'aurez pas. Parce que quand on fera une recherche bibliographique sur quelque chose, c'est quelque chose qui aura rapport avec la maladie du patient qui sera présentée dans le dossier. Ce ne sera pas une autre maladie. En fait, vous n'aurez pas des patients qui n'ont pas de bol, quoi. Vous aurez des vrais patients et qui ont plein de maladies, comme des vrais patients, mais pas des patients qui ont plein de maladies différentes, qui n'ont pas de rapport entre elles, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis un article qui avait un rapport un peu avec le patient. Notamment, ça s'appliquait bien. On avait un patient qui a pris du poids sous olanzapine, qui avait pris son traitement pas mal de temps. C'est un peu ce que nous dit l'étude Cathy, quoi. Ouais. Bon. Là, on pense qu'il est capable carrément de prendre le traitement oral, parce que ça fait quand même 4 ans qu'il a réussi à le prendre, qu'il l'a pris. Ouais, alors est-ce que le fait qu'il a arrêté son traitement oral fait qu'il a pas qu'il est plus dans les critères d'inclusion? Parce qu'il faut qu'il puisse le prendre, quoi. En fait, oui, mais bon, l'étude Cathy, quand on regarde les résultats, on s'aperçoit qu'à 18 mois, il y a 60% des gens qui ont arrêté leur traitement. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que les schizophrènes ne sont pas capables de prendre un traitement oral, parce qu'au bout d'un moment, ils l'arrêtent. Et lui, il est exactement dans ce cas-là. Donc ce n'était pas un critère... si tu veux, quand il disait ça, ça voulait dire que le patient était complètement opposant, qu'il fallait lui faire des injections, etc. Mais le fait d'arrêter le traitement au bout d'un moment, c'est justement ce que mesurait l'étude. Et c'est le propre de la schizophrénie. En fait, et c'est vrai que c'est pour ça qu'ils ont aussi choisi un critère de jugement principal comme ça, qui peut être bizarre. Genre le temps jusqu'à l'arrêt du traitement, toutes causes confondues. C'est pas ce qu'on espère d'un traitement, en fait, qu'on le continue, quoi. À moins qu'on soit un labo et que nous, notre intérêt, ce soit qu'il prenne toute sa vie. Mais ça n'a pas été fait par un labo. Mais voilà, c'est le propre de la schizophrénie. Et c'est ça aussi le propre de la médecine fondée sur les preuves. C'est qu'on a des preuves d'un côté, et de l'autre côté, on a des patients. Et ils ne sont pas dans les conditions expérimentales. Et en psychiatrie, ils ne sont pas faciles. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ce sujet, quoi. C'est vraiment intéressant de le discuter du point de vue clinique aussi, les résultats de l'étude. Question suivante. Ah, pardon. Vas-y. Le fait que les résultats concernant le critère de jugement principal ne soient pas significatifs après ajustement. Ça ne veut pas dire que les résultats ne sont pas applicables. Ça veut dire que les résultats sont nuls, quoi. On n'a pas de résultats. On va pas les appliquer. Ouais, non, c'est sûr. Ceci dit, les résultats sont significatifs. Mais après ajustement pour les comparaisons multiples, pour l'olanzapine versus la risperidone, si vous regardez, il y a... Bon, c'est assez compliqué, mais vous savez que quand on fait... Alors, pour faire simple, parce que c'est vrai que là, je vous ai donné un gros truc et puis j'en parle juste un petit peu, mais pour faire simple, quand on fait des comparaisons statistiques multiples, on a un risque d'inflation du risque alpha. On a un risque, c'est le risque alpha augmente, quoi.
Parce que si j'ai un risque 5% à la première comparaison, à la deuxième 5%, à la suivante 5%, admettons si j'en fais un, je suis quasiment sûr de trouver quelque chose de significatif uniquement du fait du hasard. Là, vous êtes d'accord? Vous me suivez? Ouais. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On utilise des ajustements, c'est-à-dire qu'on va diviser le risque alpha et on va dire, par exemple, on va dire, là, il y avait 5 comparaisons sur le critère de jugement principal, parce qu'on comparait les 5 groupes, les 5 bras. Donc, pour comparer ces 5 groupes, on va dire, on va prendre alpha à la puissance 5. Donc, on va diviser, et puis ça va donner 0,001, quoi. Et on va dire, tout ce qui est acceptable, c'est ce qui sera inférieur à 0,001. Et il y avait des choses inférieures à 0,001 dans cette étude. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on avait quand même beaucoup de patients. Donc on a une étude assez puissante. Par exemple, si on reprend le texte, parce que je n'ai pas tout en tête. Ouais. On dit que le temps jusqu'à l'arrêt du traitement, donc le critère du jugement principal, était significativement plus long dans le groupe olanzapine que dans le groupe kétiapine, risperidone, ziprasidone ou perfénazine, mais que ce n'était plus bon dans les groupes perfrénazine et ziprasidone. Donc ça veut dire que c'est toujours bon pour les autres. Donc comme c'est toujours bon pour les autres, ben, les résultats ils ont quand même une pertinence par rapport au critère de jugement principal, et à partir du moment où on considère que le critère de jugement principal il est pertinent. Et ça c'est quelque chose qui se discute et qu'on discutera. Donc c'est pas la peine de vous y préparer, hein. Enfin on en discutera en temps et en heure, quoi. Voilà. C'est bon? Ouais. Alors la question suivante. Ok. Vas-y. Alors c'est une molécule agoniste partielle, donc elle peut avoir un effet à la fois agoniste et antagoniste. Donc sur l'hypofonctionnement de la voie mésocorticale, elle aura un rôle d'agoniste avec une diminution des signes déficitaires. Et sur l'hyperfonctionnement de la voie mésolimbique, elle aura un rôle antagoniste et donc une diminution des signes productifs. Et l'intérêt, c'est qu'elle est efficace donc, sur les deux versants de la pathologie. D'accord. Donc cette question, c'est pas mal, vous l'avez quasiment tous bien compris. Seulement, tu fais une petite erreur. C'est un agoniste partiel, donc il n'est pas antagoniste. Il est agoniste partiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va se fixer sur les mêmes récepteurs que la dopamine, mais partiel, moins bien que la dopamine. Donc là où il n'y a pas assez de dopamine sur la voie mésocorticale, il va agir en tant qu'agoniste. Même si c'est partiel, il va se fixer dessus et il va stimuler un petit peu. Et là où il va y avoir beaucoup de dopamine, il ne va pas jouer comme un antagoniste, parce qu'il est agoniste partiel, il n'est pas agoniste et antagoniste. Il va jouer comme un agoniste, et donc il va rentrer en compétition avec la dopamine, et il va finalement déplacer l'équilibre des récepteurs et faire qu'il y aura un peu moins de dopamine sur les récepteurs. En gros, c'est un peu ça le truc. Donc il sera quand même moins efficace que les classiques sur les signes positifs, s'il se fixe moins bien. Alors, il sera moins efficace que les classiques sur les signes positifs. Bah, ça, c'est une grosse question. C'est une question qu'on va discuter par la suite. C'est une question qui n'est plus de la pharmacologie purement théorique, mais qui est de la pharmacologie clinique. En fait, ce que je voulais passer comme message à travers ça, c'était de dire que ce n'est pas parce qu'un médicament il a un mode d'action théorique intéressant, qu'en clinique, qu'en pratique, il va avoir une action forcément intéressante. Enfin, les laboratoires, quand ils vont venir vous voir, ils vont vous parler de l'aripiprazole, donc c'est l'Abilify, en vous disant c'est magique, c'est un agoniste partiel, c'est nouveau, tout ça. Bon, mais qu'est-ce que ça vaut cliniquement? Ça, c'est la question d'après, du coup. Alors, on passe à la suivante. Question 8. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que la SMR? Ouais, et il manque le A. Donc c'est l'amélioration. En fait, c'est la commission de transparence qui se réunit pour expliquer ce que c'est. Enfin, les autorités sanitaires françaises donc, regroupent une commission de transparence. Donc transparence, ça veut dire que c'est des experts indépendants, c'est pas les labos qui viennent. Des gens qui font un petit peu la biblio par rapport à la molécule et qui disent, par rapport à ce qui est existant en termes de molécules, s'il y a une amélioration du service médical rendu, en gros, si elle est plus utile que les autres, si ça sert à quelque chose. Il y a 5 niveaux, il y en a même 6, mais bon, il faut en retenir 5. Je vais les faire simples. Le premier, c'est une prouesse technologique, ça améliore le truc. Le deuxième, c'est ouais, ça améliore. Le troisième, c'est vraiment moyen. Le quatrième, c'est vraiment bof. Le cinquième, c'est nul. Et le sixième, c'est ça tue le patient par rapport à avant, quoi. Enfin, c'est fini. Donc il faut en retenir 5. Donc grosso modo, l'élève a une ASMR 3
versus l'halopéridol en ce qui concerne la tolérance extrapyramidale, ce qui est vraiment pas terrible et ce qui est le lot commun de tous les antipsychotiques atypiques par rapport au conventionnel. Et il a une ACMR 4, c'est-à-dire BOF, versus l'olanzapine. Donc BOF, ça veut dire mineur en termes d'efficacité ou de réduction des effets indésirables. Donc grosso modo, ce qu'il fallait conclure de ça, c'était de dire que l'aripiprazole, malgré un intérêt théorique sûr, il est assez banal en fait, en pratique. Il y a beaucoup d'études actuellement qui essayent d'essayer de voir si l'aripiprazole n'est pas procognitif. C'est-à-dire, c'est un peu le défi en ce moment pour les antipsychotiques, c'est de voir si ça ne permet pas de lutter contre les symptômes déficitaires, etc. Donc c'est le défi en ce moment. Si vous avez une LCA sur le sujet, ça pourrait être sur un truc comme ça, quoi. Voilà, question suivante, du coup. Bon, alors vu que j'avais pas réussi à répondre à la question d'avant, c'était moyen. Donc, il faut évaluer le rapport bénéfice-risque. Voilà, c'est tout ce que... Ah, mais c'est très bien. Et ça, c'est très bien, et personne ne l'a mis dans sa copie. Il y en a 4 ou 5 sur le groupe qui l'a mis. C'est-à-dire qu'il a fait olanzapine, bénéfice-risque, aripiprazole, bénéfice-risque. Là, on est dans une situation où on n'est vraiment pas dans une question de cours, parce que dans votre cours, on ne vous demandera pas d'apprendre ça, mais un petit peu d'essayer de reprendre les arguments dans le texte. Donc le bénéfice avec l'olanzapine, c'est qu'il a déjà été bien équilibré et que ça a bien marché. Donc on pourrait essayer de le réintroduire, et qu'il a rechuté au moment où on l'a arrêté. Le risque et l'inconvénient, c'est qu'il prenne du poids, il en a déjà pris, c'est même pour ça qu'il a arrêté. Le bénéfice avec l'aripiprazole, il est inconnu, chez ce patient en tout cas. De toute façon, on ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas si ça aura une bonne action ou pas. Le bénéfice, c'est sur la prise de poids. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un bénéfice modéré, c'est un faible bénéfice. Voilà. Et compte tenu des deux, la conclusion que j'attendais, c'est que finalement, on n'avait pas assez d'arguments pour trancher, qu'on pouvait prendre les deux, sous couvert de mettre une aide diététique avec l'olanzapine. D'ailleurs, ce qu'il faut mettre dans beaucoup de sujets, si vous prescrivez l'olanzapine, il vaut mieux prescrire une aide diététique. Même les antipsychotiques atypiques, il vaut mieux penser à ça, quoi. Voilà. C'est bon, vous avez des questions sur le dossier ? Ok. On va passer aux autres qui sont plus habituels.